Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Lévy parmi nous, qui ne peut pas être physiquement présent à notre colloque, mais qui nous a fait l'amitié, à l'occasion d'un passage à Paris, d'accepter d'enregistrer cet entretien avec lui, et nous l'en remercions. Nous pouvons dire merci aussi à Internet, puisque c'est grâce à l'Internet que nous avons pu communiquer si facilement avec lui et avoir de sa part cette réponse à la fois sympathique, enthousiaste et chaleureuse. Alors ce que nous aimerions avec Pierre Lévy, qui vient de sortir un livre qui s'appelle World Philosophy, aux éditions Odile Jacob, c'est qu'il nous expose un petit peu son parcours personnel. L'impression que nous avons eue à la lecture de cet ouvrage qui a eu un certain retentissement, c'est que Pierre Lévy militait pour une sorte de nouvel humanisme, je ne sais pas s'il accepterait ce terme, qui distingue très radicalement et de façon très importante entre la vision des apparences, qui est l'approche la plus courante que nous avons sur notre vie et sur notre univers, et la vision profonde des choses qui inclut tous les aspects de l'être humain. Alors c'est peut-être un peu ce parcours qui nous intéresse de refaire rapidement avec vous, à partir d'un constat de départ qui pourrait être un petit peu froid, qui est un peu un émerveillement, peut-être on peut dire, devant les performances, la nouveauté et les connexions innombrables et la révolution du regard qu'apporte le cyberespace et l'Internet dont nous parlions, jusqu'à cette chanson d'amour qu'il aimerait voir chanter sur toute notre planète pour sa rédemption. Alors nous aimerions un peu, peut-être pourriez-vous commencer par vous présenter très rapidement et puis nous expliquer un peu comment vous avez découvert le cyberespace et ce que ça apporte vraiment de nouveau. Alors là, vous m'avez posé une quantité de questions, vraiment, non seulement une quantité, mais une grande diversité. Alors, écoutez, comment me présenter, je ne sais pas. Je suis né en Tunisie, n'est-ce pas, juif. J'ai grandi et j'ai fait mes études en France. J'ai étudié l'économie, l'histoire des sciences, la sociologie, les sciences cognitives, l'informatique, enfin beaucoup de disciplines. Et actuellement, je vis au Canada, par choix. Donc j'ai émigré. Et donc, d'une certaine façon, ce livre est un peu autobiographique quand je parle des planétaires. Donc, moi, je me sens appartenir à l'espèce humaine beaucoup plus que faire partie d'une religion, d'une nationalité ou d'une discipline. Voilà. Et je pense que cette situation n'est pas propre à la personne Pierre Lévy, mais qu'il y a de plus en plus de gens dans le monde qui se sentent comme ça. Et c'est ce dont j'ai voulu témoigner dans le livre. Et alors, je décris dans ce livre le phénomène de planétarisation qui est multidimensionnel, c'est-à-dire que, depuis la chute du mur de Berlin, il y a beaucoup moins de divisions politiques importantes dans le monde et qu'il y a une espèce de convergence avec des hauts et des bas, avec des difficultés, etc., mais enfin vers l'idée de la démocratie et de la liberté. Par ailleurs, il y a quand même un phénomène de mondialisation économique et d'augmentation des échanges que tout le monde constate. Et enfin, et surtout, je dirais, il y a le développement des médias et en particulier du cyberespace qui augmente encore plus les relations entre les êtres humains. Voilà. Donc, il y a ce phénomène de planétarisation en cours. Et donc j'ai voulu expliquer de quoi il s'agissait et dire qu'à mon avis c'était une très bonne nouvelle, c'est une très bonne chose, ce phénomène d'unification de l'humanité. Et j'espère avoir fait passer dans ce livre l'idée que l'unification qui n'en est, encore une fois, c'est un phénomène en cours, hein, cette unification de l'humanité. C'est-à-dire que dans les années, dans les siècles qui viennent, je pense qu'elle va s'accroître, s'accélérer encore plus. Donc il faut regarder vers l'avenir, n'est-ce pas ?
Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que unité ne veut pas dire uniformité. Et qu'il faut bien distinguer conceptuellement les deux notions. Dans un système écologique, il y a une très grande unité. S'il arrive quelque chose, si on interrompt un des cycles, par exemple celui de l'oxygène ou de l'azote ou du calcium ou que sais-je, bon, ça a des répercussions absolument partout parce que tous les cycles sont entremêlés. S'il arrive quelque chose à une espèce, ça a des répercussions sur toutes les autres espèces. Donc il y a unité d'un système écologique. Ça ne veut pas dire qu'il y a uniformité. Il y a un très grand nombre d'espèces. Il y a une productivité et une inventivité immanente à la vie qui fait que la diversification continue sans cesse. Et je crois que pour la société, pour la culture humaine, il en est de même. Voilà. Vous avez l'impression que l'accroissement de l'interdépendance est un facteur de richesse, en définitive, de progrès, d'expansion. Absolument. Absolument. Je crois que l'augmentation des interconnexions nous rend collectivement plus créatifs et plus intelligents. Et non seulement collectivement, mais sur le plan de l'expérience personnelle de chacun, je crois qu'aujourd'hui, nous avons accès à beaucoup plus de diversité que nous pouvions en avoir il y a 150 ans. On peut goûter la musique africaine, la musique indienne, la musique brésilienne, la musique chinoise, etc. Alors qu'il y a 150 ans, les gens n'écoutaient que de la musique régionale de l'endroit où ils étaient nés par hasard. Parce qu'aujourd'hui, on peut choisir et on a la possibilité d'expérimenter toute cette variété. Alors, je prends le cas de la musique, on pourrait prendre celui de la gastronomie, celui de la philosophie, ou même celui de la religion. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir un contact. Pour moi, par exemple, pour vous le dire, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais né juif, je ne renie absolument pas, et j'ai toujours une admiration extraordinaire pour cette tradition qui a donné naissance d'ailleurs à tous les grands monothéismes. Mais j'ai rencontré aussi le bouddhisme que je pratique également. Et je pense qu'il y a quelques siècles, c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir goûter à toutes ces traditions, de pouvoir les expérimenter et donc de choisir avec beaucoup plus de responsabilité et beaucoup plus de réalité qu'on ne pouvait le faire avant. Parce qu'on se trouve devant l'héritage entier de l'humanité. Toutes les pensées sont en compétition maintenant. Oui. Alors, toutes les pensées sont en compétition, c'est tout à fait exact, mais en même temps, elles sont aussi toutes en coopération. Enfin, si je prends le cas de la religion, je crois que le fait de pouvoir vivre de l'intérieur plusieurs traditions, plusieurs lignées religieuses, et c'est une chose qui se fait de plus en plus, là encore, mon cas n'est absolument pas exceptionnel, permet de réaliser quelque chose qui, à mon avis, est très important, c'est que, au fond, la spiritualité humaine, dans son essence, est un peu la même partout. Il y a une expérience ou une aspiration ou une réalisation de quelque chose comme une grande unité ou une interdépendance. Alors, évidemment, ça peut... Certains vont dire il n'y a qu'un seul Dieu, d'autres vont parler d'interdépendance, d'autres vont parler de la voix, d'autres... Bon. Mais en fait, il me semble que l'intuition essentielle est la même. Et puis la deuxième, évidemment c'est très proche de la première, c'est celle, les uns vont parler d'amour, les autres de compassion, les autres de charité, les autres de... Mais bon, il y a cette notion d'amour qui est un peu... qui est au cœur, je crois, de toutes les expériences spirituelles. Alors, en même temps, il y a cette compétition, si vous voulez, dans le domaine des techniques spirituelles, des méthodes, des rituels, des approches particulières, et en même temps, et de plus en plus, la réalisation qu'il y a quelque chose d'universel dans la spiritualité. Et votre rencontre avec la pensée de Teilhard, parce que ça c'est votre démarche personnelle, et vous avez eu, on a l'impression que vous avez eu vous-même une réflexion très personnelle au départ, qui s'est trouvée croiser peut-être une découverte de la pensée de Teilhard. Est-ce que ça a modifié
D'abord, est-ce que c'est exact? Et ensuite, si c'est vrai, est-ce que ça a modifié et dans quelle mesure votre propre réflexion? Est-ce que ça l'a infléchi? Est-ce que ça l'a... Bon, voilà. Quand j'ai publié L'intelligence collective, dans lequel je disais que le meilleur... Bon, il est sorti en livre de poche depuis, donc c'est peut-être pas cette figure-là que ça a pour la plupart des gens. Mais enfin bon, je disais dans ce livre que le meilleur usage qu'on pouvait faire des nouvelles techniques de communication interactive et du cyberespace en particulier, c'était l'intelligence collective. C'est-à-dire penser ensemble, mettre en commun nos projets, nos imaginations, notre mémoire, etc. Le fait de penser ensemble, ou l'intelligence collective en général, c'est le propre de l'homme, n'est-ce pas? Parce que l'homme est un être culturel, c'est un être de langage, donc il y a de l'intelligence collective, même avant l'être humain, je veux dire. Il y a des sociétés animales, bien entendu, avant l'être humain. Mais je crois qu'avec le langage, on a atteint un degré d'intelligence collective qu'aucune autre espèce animale n'avait connu avant nous. Et avec l'écriture, il y a eu même un progrès de cette intelligence collective. Et avec l'alphabet, et avec l'imprimerie, et maintenant avec le cyberespace. Et donc, je mettais en avant cette notion un petit peu dans tous les domaines, politiques, économiques, social, culturels, etc. Et j'essayais de faire une sorte de projet de société un petit peu utopique autour de cette notion. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est les idées de Teilhard de Chardin, là, un petit peu, tu as été influencé. Moi, je dis, mais non, pas du tout. J'ai jamais lu Teilhard de Chardin. Je n'ai pas été influencé. Parce que si vous me dites qu'il y a une relation, c'est possible, pourquoi pas. Bon. Et voilà, j'en étais resté là. Et d'ailleurs, je n'avais même pas feuilleté un livre de Teilhard de Chardin. Bon. Et il y a maintenant un peu plus de 2 ans, à la suite d'ailleurs d'une réflexion personnelle qui m'avait fait aller un petit peu plus loin dans cette, disons, dans mon expérience personnelle de la spiritualité, je me suis dit, mais il faudrait peut-être que je le lise. Et alors là, j'étais déjà au Canada, je suis allé dans une bibliothèque, et puis j'ai pris tous les livres dans le rayon, les uns après les autres, et je les ai tous lus, enfin tous, peut-être pas tous, mais enfin beaucoup, au moins 6 ou 7. Vous savez, les œuvres complètes éditées au Seuil. Et j'ai lu ça avec passion, je ne pouvais pas m'arrêter, jour et nuit. Puis quand j'en avais lu un, j'en prenais un autre. Bon. Et là, je dois dire que ça a été une découverte, quoi. Enfin, un coup de foudre, quelque chose comme ça. Et j'ai senti vraiment beaucoup d'affinité entre sa pensée et la mienne, puisque la mienne s'était déjà un peu développée avant que je ne la rencontre. Bon. Il faut dire que j'avais pas mal lu Bergson et des auteurs un petit peu comme ça, et que pendant très longtemps, je m'étais posé la question, enfin c'est une des questions qui m'a disons, amené à la philosophie, c'est la question du sens de l'histoire, du sens de l'histoire humaine. L'histoire humaine a-t-elle un sens? Est-ce possible que ça soit complètement absurde, qu'il s'agisse juste d'une augmentation de pouvoir technique et de lutte de pouvoir politique entre les empires, les régimes, les hommes, etc., mais que tout ça, plein de bruit et de fureur, n'est-ce pas, comme dit Shakespeare, mais ça n'a aucun sens. Bon. Alors, je me suis questionné pendant très longtemps sur cette notion-là. Alors, avec l'intelligence collective, vous voyez, j'avais déjà commencé à aborder cette notion, puisque pour moi, le sens de l'histoire, c'est précisément l'augmentation de l'intelligence collective, son perfectionnement, et avec ce perfectionnement de l'intelligence collective, une émancipation progressive de l'humanité. C'est-à-dire qu'on va en même temps vers l'intelligence collective et vers la liberté. Et probablement aussi vers l'amour, parce que les 3 choses vont ensemble. Alors tout ça, évidemment, semble extrêmement finaliste, extrêmement optimiste, n'est pas forcément dans l'air du temps philosophique, bien que, selon moi, il y a beaucoup de choses quand même autour de nous qui tendent à accréditer ces idées. Et enfin, malgré tout, je me sentais un peu seul,
Alors, quand j'ai lu Teilhard, j'étais vraiment très 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 content parce que j'ai vu que non, j'étais vraiment pas seul à penser ça, puis que il y avait d'autres gens enfin disons, qui aimaient les idées de Teilhard de Chardin encore aujourd'hui. D'ailleurs, quand j'ai publié World Philosophy, j'ai reçu quelques lettres de lecteurs. Toutes ces lettres étaient des gens qui étaient des admirateurs de Teilhard de Chardin. Donc je me suis dit, ah bon, il y a peut-être il y a peut-être enfin quelque chose, ça veut dire quelque chose. Une résonance. Oui, oui. Oui, alors bien sûr, mais d'un autre côté, cet éclatement de nos limites, en quelque sorte, de nos limites culturelles, de nos limites familiales, de notre petit univers personnel, on sent bien qu'il a évidemment des implications positives que vous soulignez et que Teilhard avait souligné aussi énormément. Mais on voit bien aussi aujourd'hui le degré d'interrogation, parfois d'égarement dans laquelle nous nous trouvons, nos contemporains nous trouvons. On se sent souvent désarmé par rapport à, d'une part, cet afflux d'informations déjà, cet afflux d'informations négatives. On est beaucoup plus informé qu'auparavant des tueries qui ont lieu à droite et à gauche. Ça paraît, et c'est peut-être positif ça paraît moins acceptable ou moins dans l'ordre des choses qu'avant, mais on est confronté, enfin on est déboussolé d'une certaine façon. Oui. Et ce qui est très frappant dans votre livre, c'est que vous semblez être d'un optimisme peut-être encore plus grand que celui de Teilhard, dans la mesure où on a l'impression que rien ne résiste à votre enthousiasme. C'est-à-dire que même une certaine marchandisation de l'activité intellectuelle, ça n'a pas l'air de vous faire peur. Alors ça mérite une explication. Ça. Oui, alors oulala, il y a beaucoup de questions là encore. Bon, alors la question de la marchandisation, on va peut-être la prendre après. Oui. Bon. Il y a, je crois, un progrès absolument évident de la communication et de la transparence en général. Alors, plus le monde nous devient transparent, et plus nous voyons, évidemment, les mauvaises choses. Surtout que les médias ont pour fonction, en quelque sorte, de souligner ce qui ne va pas. C'est-à-dire les injustices sociales, les guerres, les massacres, enfin tout ce qui est négatif. Alors, nous avons tendance, à partir de cette information qui nous est donnée par les médias, alors quand je dis les médias, c'est les journaux, la radio, la télévision, mais aussi l'édition. Si vous regardez les livres qui sont publiés, c'est toujours je dénonce, j'accuse, etc. Bon. Mais c'est aussi tout ce qu'il y a sur Internet, parce que maintenant tous les médias sont sur Internet, et puis tous les gens deviennent des journalistes en quelque sorte, et puis tous les gens peuvent dénoncer à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe, etc. Et maintenant, la justice devient aussi un média accusateur et tend le doigt vers tout le monde. Bon, bref, des horreurs partout. Bon. Alors moi, je trouve ce phénomène extrêmement positif, parce que on ne peut pas s'améliorer si on ne voit pas les erreurs, si on ne voit pas ce qui fait mal. Vous ne pouvez pas vous soigner si vous ne reconnaissez pas que vous êtes malade. Bon, s'il y a une guerre, c'est vraiment horrible une guerre. C'est une des choses, c'est la chose la plus horrible dans la condition humaine, la guerre. Hein. On s'entretue. Bon, en plus, légalement, enfin d'une certaine façon, c'est admis, c'est accepté, c'est très bien. On envoie des bombes sur les gens, les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde. C'est bon. Alors, le fait que nous le voyons, ça va nous rendre la guerre insupportable. Ça va amener l'étape suivante. On a déjà aboli l'esclavage, on a déjà acquis la notion de démocratie, de suffrage universel, etc. Bon, toutes les grandes idées de liberté avancent, l'égalité des hommes et des femmes, etc. Je crois que la prochaine grande étape, c'est la fin de la guerre. Ça ne sera plus supportable. Déjà, dans les grandes démocraties médiatiques, on ne supporte plus qu'il y ait un soldat qui soit tué. Bon, c'est seulement dans les pays qui sont en retard culturellement qu'on admet que c'est normal de se faire tuer à la guerre. Bon. Mais ça, la guerre va finir par apparaître comme un retard culturel.
c'est un progrès fantastique qui est dû aux médias. C'est un exemple, mais les injustices sociales, etc., tout ça, c'est du même ordre. Alors maintenant, là où on commet une erreur, c'est de croire que la description qui est donnée par les médias est la vérité vraie, réelle, objective, alors que les médias ont une fonction qui est celle de montrer où est le mal, pour qu'on puisse y remédier, non pas pour fonction de décrire le devenir de l'espèce humaine. C'est pas du tout ça le boulot des journalistes, n'est-ce pas? Ça, c'est le travail des philosophes, des penseurs, et de chaque être humain s'il réfléchit un petit peu à sa place dans le devenir humain en général. Ça, c'est une réflexion spirituelle que chacun doit faire. Alors, j'essaie dans ce livre, si vous voulez, de compenser l'image que donnent les médias et de montrer que tout ça s'inscrit dans un mouvement d'amélioration, et notamment grâce à la transparence. Alors, vous voyez que la transparence, c'est à double face. C'est-à-dire que le fait qu'il y a transparence est un progrès, le fait qu'il y a liberté d'expression, le fait qu'on puisse critiquer, dénoncer, etc., tout ça, c'est très très bien. Et je suis à fond pour. Par contre, je ne pense pas que la dénonciation et l'accusation soient le fin mot de l'attitude humaine correcte. Je crois qu'il nous faut aussi apprendre à apprécier, il nous faut aussi apprendre à aimer, il nous faut aussi apprendre à comprendre d'où nous venons et où nous allons. Et que la situation dans laquelle nous sommes est une situation transitoire, c'est en quelque sorte une étape particulière d'un immense processus d'apprentissage. Et apprentissage de quoi? Apprentissage de la liberté, apprentissage de l'intelligence collective, apprentissage de l'interdépendance et de l'amour. Voilà. Alors ça, bon. Et d'ailleurs, en lisant Teilhard, j'étais très intéressé par la question qu'il pose. Lui aussi, évidemment, pense que nous allons vers une unification, le point oméga, etc. Dieu est en quelque sorte dans l'avenir. Enfin bon, comme pour Dieu, il n'y a ni avenir, ni présent, ni passé, etc. De son point de vue, il est déjà là. Mais de notre point de vue, il est dans l'avenir. Bon. Alors, et il dit, l'unification ne s'oppose pas à la dignité de la personne. C'est compliqué, ça. Comment est-ce qu'on peut être de plus en plus unis et en même temps, comment est-ce que les personnes peuvent avoir de plus en plus de dignité, de singularité, d'autonomie, de liberté, etc. Eh bien, je crois que si on observe bien ce qui se passe dans le cyberespace aujourd'hui, on peut avoir une petite idée. Bon. On voit bien, par exemple, que tous les sites web sont interconnectés les uns aux autres. Entre un site et un autre, il n'y a pas plus de 10 clics ou 12 clics, ça dépend selon les évaluations. Donc, il y a une interconnexion extrêmement forte. D'une certaine façon, il n'y a plus qu'un seul document humain, qui est un hyperdocument, bien entendu. Il n'y a plus qu'un seul texte, et nous sommes tous les auteurs et les lecteurs de ce texte. Et en même temps, le cyberespace, donc unification, et en même temps, le cyberespace permet une liberté d'expression absolument sans commune mesure avec tout ce qui a pu exister avant. Avant, tout le monde ne pouvait pas publier. C'était seulement une petite minorité de gens qui pouvaient publier non seulement des textes, mais des images, des sons, de la musique. Et maintenant, tout le monde peut. Peut-être pas vraiment tout le monde, mais de plus en plus de gens, en tout cas beaucoup plus qu'avant. Bon. Et notamment, ce que les gens publient, c'est leur site personnel. Bon, ils se racontent. Donc, il y a une exaltation de plus en plus grande de la personne. Les gens deviennent de plus en plus visibles, donc de plus en plus transparents. Tout le monde veut devenir célèbre. Mais la célébrité, c'est la transparence. Qu'est-ce que c'est être célèbre? On parle de vous dans les journaux, on raconte votre vie privée, etc. Bon. Et plus vous êtes riche et puissant, et plus vous allez devenir transparent. Mais tout le monde veut devenir transparent. Et vous voyez cette montée vers la transparence, qui est une transparence qui est donc à la fois un phénomène d'unification, d'interconnexion, puisque tout ça se passe dans le cyberespace,
et en même temps qu'il y a une montée vers la singularité, puisque c'est une exaltation pour à chaque fois de telle ou telle personne. Alors évidemment, plus il y a de médias, plus tout le monde peut devenir célèbre. On va arriver dans une situation, peut-être, dans laquelle chaque individu sera une star. Et là, on voit bien le rapport entre la montée de la personne et la montée de l'unité. Parce que d'une certaine façon, vous pouvez, s'il n'y a pas connaissance mutuelle, il ne peut pas y avoir célébrité. Alors vous voyez que là, c'est une espèce de... parce qu'il y a beaucoup de vanité dans le fait de vouloir être célèbre, n'est-ce pas? Mais cette vanité est transformée en quelque chose d'autre par l'évolution générale. Alors, vous voyez, c'est par ces petites analyses sociologiques qu'on peut donner sens à des intuitions théologiques très, très fortes de Teilhard. Alors maintenant, sur l'argent. Bon. C'est délicat, hein? Oui, mais non, mais c'est un sujet tabou, l'argent. Alors, écoutez, plus je réfléchis, et plus je trouve qu'on ne prend pas assez la mesure de l'importance de l'alphabet. Vous savez peut-être que l'alphabet a été inventé il y a à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, peut-être un peu plus, au Moyen-Orient, enfin dans la région du Sinaï, à peu près au même moment où Moïse recevait les tables de la loi. Bon. Alors ça, c'est quand même frappant. Alors, bon, techniquement, c'est un dérivé de l'écriture égyptienne, n'est-ce pas? Bon, ils ont pris un certain nombre d'idéogrammes, enfin disons de pictogrammes égyptiens, et puis ils leur ont donné une valeur purement phonétique, et puis à partir de là, ils ont inventé une écriture qui n'avait qu'une valeur phonétique. Bon. Alors le premier alphabet a servi à noter une langue sémitique, très très proche de l'hébreu, n'est-ce pas? Et cet alphabet-là a été la racine de tous les autres alphabets qui sont actuellement en usage sur la planète. Depuis les alphabets indiens, sanskrit, etc., arabe, hébreu, grec, latin, phénicien, etc. Donc d'une certaine façon, il n'y a qu'un seul alphabet. Il a été inventé à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où Dieu a dit « vous ne ferez pas de représentation », c'est-à-dire « vous ne ferez pas d'image ». Vous voyez, c'est une représentation abstraite. Oui, tandis qu'avant, les idéogrammes étaient des images. Et oui. Voilà. Donc, il y a un rapport entre l'interdiction de l'idolâtrie et l'invention d'un alphabet qui est pure notation de la voix. Mais l'alphabet, c'est fantastique, parce que, à partir du moment où vous n'avez plus qu'une vingtaine ou une trentaine de signes, tout le monde peut apprendre à lire et à écrire, et ça n'est plus réservé à une caste professionnelle de scribes. Donc d'une certaine façon, on est sorti d'Égypte, vous voyez, on est libéré de la domination de cette caste de fonctionnaires pharaoniques, et on n'est plus des fellahs qui travaillons pour les fonctionnaires qui ont la connaissance, etc. Alors, vous remarquerez aussi que toutes les grandes religions monothéistes ont leur écriture basée, enfin, leurs saintes écritures sont en alphabet. Même le bouddhisme, d'ailleurs, qui n'est pas monothéiste, mais qui est zérothéiste, si on peut dire. Mais c'est une religion universelle. En gros, toutes les religions universelles sont basées sur des écrits alphabétiques. Universalité. La notion d'universalité, n'est-ce pas? La science grecque, la géométrie démonstrative. Universelle, oui. Universelle. Je veux dire, le théorème de Pythagore, c'est le théorème de Pythagore. Il est vrai partout. Ce n'est pas une question de particularité régionale, culturelle, etc. Bon, donc la notion d'universalité est liée à l'alphabet.
la citoyenneté, la démocratie, tout le monde peut lire la loi. Donc tout le monde peut la critiquer, donc tout le monde peut la faire, donc tout le monde peut l'interpréter. La connaître déjà. La connaître, ben, c'était extrêmement important, n'est-ce pas? Donc vous voyez que cette notion d'universalité dans tous les domaines est liée à l'alphabet. Alors maintenant, j'en arrive à l'argent. C'est que l'argent aussi est lié à l'alphabet, parce que ça s'invente au Moyen-Orient, dans des petites cités commerçantes, n'est-ce pas? Et c'est un degré de virtualisation ou d'abstraction des échanges économiques qui n'est possible que dans une civilisation où les gens sont habitués à ce degré d'abstraction. Et puis, c'est l'équivalent universel. Voilà. Donc, à mon avis, l'alphabet, la science, le monothéisme et la monnaie sont, en un certain sens, la même chose. C'est l'universalité. Est-ce que le veau d'or n'est pas ce qu'il y a de plus universel avec tous ces dangers? Non, parce que le veau d'or... Mais non. Parce que, justement, le veau d'or, c'est quelque chose d'extraordinairement concret. N'est-ce pas? On croit que le veau d'or représente une divinité. Tandis que l'argent, c'est du signe. C'est ça l'idée de la monnaie. C'est pas le fait que c'est de l'or. Hein, c'est le fait que c'est une unité de compte qui peut absolument tout traduire et qui fluidifie tous les échanges. Alors est-ce que le danger n'est pas justement dans cette confusion, dans cette appropriation finalement d'un symbole universel? Et par exemple, aujourd'hui, quand on voit, peut-être que mon exemple est mauvais, mais vous le corrigerez, la puissance de Microsoft, qui d'ailleurs lui vaut beaucoup d'ennuis actuellement. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas à travers ça, à travers aussi peut-être une croissance exponentielle des revendications de droits d'auteur jusqu'à un point parfois excessif, une tentative donc d'appropriation personnelle à des fins bassement intéressées et financières, là pour le coup, ce que j'appelle un peu le veau d'or, bon, de biens universels, est-ce qu'il n'y a pas là un danger? L'avidité égoïste, finalement. Oui. Est-ce que si l'alphabet avait eu un droit d'auteur, s'il avait fallu payer pendant des années l'inventeur de l'alphabet, est-ce qu'il se serait répandu autant? Non, mais écoutez, ouais. Bon, on ne paye pas pour HTML et on ne payera pas pour Linux. Bon, mais ceci dit, pour continuer sur l'histoire de l'argent, alors, au départ, c'est des pièces d'or avec le poinçon. Et c'est le poinçon qui est important dans la pièce, n'est-ce pas? Bon, alors quand on invente l'imprimerie, immédiatement, vous avez le billet de banque, n'est-ce pas? Et puis dès que la communication devient électronique, l'argent devient électronique. Bon. Donc ça devient de plus en plus virtuel, de plus en plus fluide, de plus en plus circulant, de plus en plus abstrait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie est un jeu. N'est-ce pas? L'argent, c'est quelque chose qui n'existe pas concrètement. C'est une convention humaine, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'argent chez les animaux. Il n'y a pas de marché chez les animaux. Il n'y a pas d'économie chez les animaux. L'économie, c'est quelque chose qui n'est permise que parce que nous avons atteint un certain degré d'abstraction. Et à mon avis, on n'en est qu'au début. Parce que le jeu va devenir encore plus abstrait. Et d'ailleurs, il va nous entremêler les uns aux autres encore plus. C'est parce que nous vivons dans une économie de marché extraordinairement interdépendante que les gens, disons, intelligemment riches, ont intérêt à ce que les autres soient riches aussi. Parce que si les autres meurent de faim, on ne peut rien leur vendre, n'est-ce pas? Et puis, s'ils ne sont pas bien éduqués, bon, ben, je ne pourrais pas les employer chez moi, etc. Donc, nous avons mutuellement intérêt, les uns les autres, à notre prospérité. Voilà. Alors, pourquoi je parle de l'alphabet? Parce que
Et tout ce qui va avec l'alphabet, n'est-ce pas? La science démonstrative, la citoyenneté, la démocratie, la notion d'universalité, l'argent. Bon. Parce que, à mon avis, ça fait partie de l'histoire du langage, ça fait partie de l'évolution du langage. Moi, je crois profondément que le cœur de l'histoire humaine, c'est l'histoire du langage. Alors, quand on invente l'écriture, le langage acquiert une mémoire autonome, indépendante des corps humains vivants. Et à ce moment-là, les connaissances peuvent commencer à s'accumuler. Et à ce moment-là, on peut avoir une notion de l'histoire. Et à ce moment-là, il y a la notion de loi qui peut apparaître. S'il n'y a pas d'écriture, la notion de loi n'est pas là. Il y a l'idée d'État, et puis l'écriture vient couronner toute une révolution qui comprend l'invention de l'agriculture, de la ville. La révolution néolithique. La révolution néolithique, voilà. Donc c'est une mutation anthropologique très importante. Alors, avec l'alphabet, on passe à une étape suivante, avec tout ce dont on vient de parler. Et d'ailleurs, il y a ces extraordinaires civilisations de l'alphabet, la Grèce, Rome, la civilisation arabe classique, etc. Et puis, il y a l'invention de l'imprimerie. Alors l'imprimerie, c'est la possibilité pour des éléments de langage de se reproduire tout seuls, vous voyez, qui se rapprochent de la vie. Parce que ce que c'est que la vie, c'est des formes qui se reproduisent, qui sont capables de se reproduire. Bon. Et là, vous avez de l'écriture qui est capable de se reproduire, mais l'écriture, c'est du langage. Donc le langage, l'univers du langage commence à croître, à se diversifier, à se multiplier, etc. Et avec l'informatique, on arrive à une étape encore plus importante, puisque là, d'une part, vous avez un phénomène d'ubiquité, c'est-à-dire que dès qu'un signe culturel est quelque part dans le réseau, il est en même temps partout. Ça, c'est quand même fantastique. Et la deuxième chose, c'est que le langage acquiert une capacité d'action autonome. Et ça, c'est le logiciel. Qu'est-ce que c'est que le logiciel? Ce sont des bouts d'écriture qui sont capables d'agir. Bon. Vous voyez qu'on se rapproche de l'ADN d'une certaine façon. Hein? Et il y a évidemment une dimension économique à tout ça. Vous me parlez de Bill Gates. Avant de dire « Oh, le vilain Bill Gates, il est trop puissant, etc. », essayons de comprendre le phénomène. Parce qu'il n'y a pas seulement Bill Gates. Parce que le deuxième homme le plus riche du monde après Bill Gates, c'est, j'ai oublié son nom, mais enfin c'est le PDG d'Oracle. Bon. Puis vous pourriez prendre un petit peu ceux qui viennent après. C'est-à-dire que ce sont tous des gens qui travaillent dans le logiciel. Ça nous montre que la puissance aujourd'hui d'avenir, c'est justement ce langage devenu vivant. Ce sont des gens qui ont compris ça et qui l'ont exploité commercialement. Donc, il faut comprendre le phénomène Microsoft avant de condamner la personne Bill Gates. Maintenant, écoutez, moi je trouve que ce que fait la justice américaine est très correct, non pas tellement parce qu'il aurait le monopole, parce qu'après tout, si son produit était vraiment le meilleur, pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait qu'un seul système d'exploitation ou un système d'exploitation dominant, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais enfin, il se trouve qu'apparemment, il a eu des pratiques commerciales pas très correctes et qu'il a essayé d'éliminer des concurrents par des moyens, disons, éthiquement condamnables. Bon, bah, alors à ce moment-là, hein, c'est un peu normal qu'on diminue un petit peu le pouvoir de cette personne-là, puis la justice joue son rôle. Bon. Et il est très possible que le système d'exploitation dominant très rapidement dans les années qui viennent devienne Linux, c'est-à-dire un logiciel libre. Alors la notion du logiciel libre, d'ailleurs, c'est pas tellement qu'il soit gratuit, c'est surtout que les sources soient ouvertes et que donc tout le monde puisse participer de manière coopérative à son amélioration. Ce qui, d'un point de vue biologique, est un avantage. Et qui va avantager, enfin, pas seulement d'un point de vue biologique, mais enfin du point de vue du consommateur également. Donc on va se retrouver dans une situation, probablement, dans laquelle il n'y aura plus qu'un seul système d'exploitation. Ce système d'exploitation sera non approprié ou possédé collectivement. Ce qui
est la condition du fait qu'il va s'améliorer de manière continue. Parce que c'est ça qui est important. Et à partir du moment où il n'y aura plus qu'un seul système d'exploitation, ça veut dire que là, vraiment, il n'y aura plus qu'un seul ordinateur auquel nous serons tous reliés. Et l'intelligence collective va encore faire des progrès. Donc, Bill Gates, probablement, enfin Microsoft, aura été une étape dans une évolution, une étape très importante, parce qu'elle nous a permis de prendre conscience de l'importance du logiciel et de l'importance d'un standard dans les systèmes d'exploitation. Voilà. Disons, c'est une phase dans un processus d'apprentissage. On explore différentes voies, et quand on voit qu'il y en a une qui ne fonctionne pas bien, on prend l'autre. C'est ça, moi je crois que l'évolution, c'est un phénomène d'apprentissage. Donc, il faut que toutes les voies soient explorées, quoi. Même les voies les plus horribles, d'une certaine façon. Une fois qu'on les a explorées, on sait que c'est pas par là qu'il faut aller, quoi. Et là, c'est pas à Bill Gates que je pense. C'est des choses bien plus affreuses qui se sont passées au XXe siècle. Ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas possible une nouvelle poussée de totalitarisme politique ou de dictature sanglante dans l'avenir. Je pense que ce n'est pas pensable. C'est quelque chose qui va être résiduel. Mais on ne sera pas, comme dans la moitié du XXe siècle, dans une situation où on ne saura pas si ce n'est pas un Hitler qui va dominer le monde, parce que c'est quelque chose qui a été possible à un moment donné. Il ne peut pas y avoir une perversion, tout ça, qui conduise à de nouvelles formes inventives, elles aussi, dans le mal, dans la profondeur du mal. On est allé très très loin là-dedans, je crois. Oui. Oui, bien sûr. Et je crois aussi que c'est la puissance et du côté de la liberté et de l'intelligence collective. C'est-à-dire du côté de la coopération. À partir du moment où vous avez des pouvoirs oppressifs, ils ne peuvent pas être puissants. Si ce n'est temporairement. Bien sûr, temporairement, bien sûr. Ils peuvent l'être temporairement. Mais à long terme, ils ne peuvent pas subsister. Alors, justement, ce serait intéressant que vous reprécisiez un petit peu les différences entre les notions de l'intelligence collective, de noosphère, de cyberespace. Est-ce que tout ça est à la fois complémentaire et comment vous resituez un petit peu ces trois concepts finalement? Alors, l'intelligence collective, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui commence avec la vie, en général. La vie est coopération, la vie est interdépendance, la vie est intelligence déjà, depuis le début. Évidemment, à partir du moment où il y a des systèmes nerveux, il y a un peu plus d'intelligence et un peu plus de conscience qu'avant. À partir du moment où vous avez des sociétés animales, de la communication, des codes de communication, il y en a encore plus. À partir du moment où vous avez du langage avec l'humanité, vous en avez encore plus, ça c'est la culture. C'est-à-dire que le processus d'apprentissage s'accélère. Et comme je vous l'ai dit, il s'accélère au cours de l'évolution culturelle avec l'amélioration des moyens de communication. Et là, avec le cyberespace, d'une certaine façon, on est en train de prendre conscience que c'est l'intelligence collective qui est à la fois la source de notre puissance et en même temps la direction de notre évolution. C'est-à-dire qu'on va vers plus d'intelligence collective ou une meilleure intelligence collective, avec toutes les résonances éthiques qu'il y a, vivre en bonne intelligence les uns avec les autres et tout ça. Ça, c'est l'intelligence collective. Maintenant, le cyberespace, c'est l'interconnexion mondiale des ordinateurs, donc c'est l'instrument contemporain de l'intelligence collective. La noosphère, ça c'est une notion de Teilhard de Chardin, c'est pas un concept que j'ai inventé, d'ailleurs, ni le cyberespace, peut-être un peu développer cette idée d'intelligence collective, mais enfin c'est quand même une idée très très générale. Mais quand même, la noosphère, je vais vous donner mon interprétation de ce que c'est. Je ne prétends pas du tout expliquer la pensée de Teilhard de Chardin, dont je suis
un fan sans être un spécialiste. D'accord? Donc vous voyez, c'est pas la même chose. Alors pour moi, la noosphère, c'est le monde des idées. C'est-à-dire que ce que nous faisons en tant qu'être humain, en ayant une vie culturelle, c'est faire vivre un monde invisible qui est le monde des idées. Et ce monde des idées, il devient de plus en plus... D'abord, il est de plus en plus commun, et ça, justement, c'est ce qui est en train de se passer avec l'intelligence collective, et il devient de plus en plus fort, de plus en plus vivant, de plus en plus concret, d'une certaine manière. Platon voyait le monde des idées comme quelque chose qui était... Enfin, les idées étaient fixes, éternelles, entièrement abstraites, etc. Je crois qu'aujourd'hui, moi je suis complètement idéaliste, donc je crois qu'il y a un monde des idées et que c'est le monde essentiel. Bon. Mais je ne crois pas du tout que les idées soient fixes, éternelles, etc. Je crois qu'elles sont vivantes et qu'elles forment entre elles une sorte d'écologie, qu'elles se multiplient les unes les autres, qu'elles se complexifient et qu'elles ont une sorte d'évolution. Et dans cette perspective-là, l'histoire de l'univers, c'est l'histoire des idées, c'est l'histoire des formes d'une certaine façon, avec des formes de plus en plus nombreuses, parce que forme et idée, c'est le même mot en grec, n'est-ce pas? Donc avec des formes, d'abord, ça c'est ce que raconte déjà Teilhard de Chardin, ce qu'on peut lire chez Hubert Reeves, etc. C'est toutes les visions évolutives qui deviennent d'ailleurs maintenant la version presque officielle de la science contemporaine. C'est-à-dire que la physique est une physique évolutionniste, la biologie est une biologie évolutionniste. Malheureusement, les sciences humaines ne sont pas encore des sciences humaines évolutionnistes, mais j'y travaille avec d'autres. Bon, je crois qu'il y a une évolution générale. C'est une évolution de quoi? Là, il faut se poser la question. C'est une évolution des formes, ça ne peut pas être autre chose si vous y réfléchissez. Donc des formes de plus en plus complexes, de plus en plus diverses, de plus en plus interconnectées les unes aux autres. Et ce que fait cette évolution, c'est qu'elle explore l'espace des formes. Donc, elle explore le monde des idées. Donc, nous sommes des explorateurs du monde des idées. Quand je dis nous, c'est tous les êtres vivants, n'est-ce pas? Et nous qui formons la pointe avancée de cet élan vital, pour reprendre le terme bergsonien. Alors la noosphère, d'une certaine façon, elle est déjà là, puisque c'est le monde des idées, mais on s'en rend compte de plus en plus nettement que c'est ça que nous sommes en train de faire, parce que dans le cyberespace, c'est ça qu'on est en train de fabriquer. Parce que là, ce sont des idées que nous exposons, ce sont des formes, ce sont des signes, c'est-à-dire derrière les signes, la structure abstraite qu'il y a derrière. Attention, ce n'est pas forcément une structure abstraite de type géométrique, bien entendu, aussi géométrique, mais c'est aussi philosophique, spirituel, affectif, évidemment, c'est multidimensionnel, émotionnel, etc. Les formes ne sont pas forcément des formes purement intellectuelles, au sens froid et rationnel du terme, bien entendu. Alors, il est possible que dans l'avenir, on devienne des éleveurs conscients de la noosphère, du monde des idées. Ce qu'aujourd'hui nous faisons dans une espèce de demi-inconscience. Et de toute façon, je crois que aujourd'hui, l'être humain est, même s'il n'en est pas encore complètement conscient, mais c'est en train de se faire, est devenu le responsable de l'évolution biologique. Puisque toutes les espèces qui disparaissent aujourd'hui sur la planète, c'est de notre faute. Toutes les espèces qui apparaissent, c'est nous qui les créons. Tous les écosystèmes qui sont en train de se modifier ou qu'on est en train de fabriquer artificiellement, c'est notre responsabilité. Donc, il est clair que c'est nous, on n'est pas seulement responsable de notre évolution en tant qu'être humain, on est responsable de l'ensemble de l'évolution. Alors, non seulement des autres êtres vivants, mais aussi du sens qu'a l'évolution, puisque notre évolution culturelle, c'est elle qui donne le sens de l'évolution en général.
Hein, donc là, on est dans une situation de responsabilité extraordinaire. Alors si on a bien compris ça, il devient évident que le cyberespace est le système nerveux de la biosphère. Puisque c'est par lui qu'on va pouvoir réguler la biosphère ou Gaïa en tant que système écologique global. Puisque c'est là qu'on va avoir des capteurs partout, et puis la synthèse va être faite électroniquement, on va pouvoir avoir des cartes, des images, etc. On va pouvoir piloter l'évolution de la biosphère. Hein, c'est comme ça, et on va la piloter vers où? Vers quoi? Voilà. Ça, c'est la question intéressante. Est-ce que tout est joué? Est-ce qu'on est sûr d'arriver? Est-ce que tout ça a un sens? Est-ce qu'on n'est pas dans l'illusion? Mais on n'a pas le choix de toute façon. C'est ça qui est en train de se passer de toute façon. Alors, on est aux commandes, d'accord? On est en train de se dire, ouh là là, ce vaisseau va de plus en plus vite, faudrait peut-être réaliser, comme dit Teilhard. Oui, c'est voilà. Une très belle citation. Voilà. Il dit, bon, voilà, ils ont vu, les plus hardis d'entre nous ont gagné le pont, ils ont vu le vaisseau qui nous portait, hein, la Terre, la biosphère, l'évolution. Ils ont aperçu l'écume au fil de la proue, ça veut dire qu'on a compris d'où on venait. Et ils se sont avisés qu'il y aurait une chaudière à alimenter. N'est-ce pas? C'est une chaudière pas seulement économique ou technique, mais aussi spirituelle. Ça, c'est le feu. Et aussi un gouvernail à tenir. N'est-ce pas? Vers où on va. Alors, on est entièrement libre. Parce que vers où on va? Mais la réponse est très très simple. Nous allons vers plus de liberté. Nous allons vers une ouverture de l'éventail des possibles. N'est-ce pas? Techniquement, c'est le cas. Biologiquement, c'est le cas. Qu'est-ce qu'on va fabriquer comme espèce? Avant, on peut faire beaucoup plus qu'avant. Éthiquement, vous savez, tout ce qu'on se disait avant, ça c'est bien, ça c'est mal, ça se fait, ça se fait pas, on ne sait plus maintenant. Donc l'ouverture est en train de se faire. On va vers plus de liberté, plus de responsabilité. Ça, c'est certain. Donc ça veut dire... Et ça sera mieux? Non, parce que mieux, ça suppose qu'on sait déjà ce qui est bien et ce qui est mal. Or, plus de liberté et plus de responsabilité de quoi? La responsabilité de décider ce qui est bien et ce qui est mal, parce que c'est ça la vraie responsabilité. Il y a une finalité dans tout ça? Nous sommes les agents d'une finalité ou nous l'inventons? Absolument. La finalité, c'est la liberté. C'est-à-dire, c'est une ouverture. Alors, c'est très paradoxal, parce que la finalité, c'est quelque chose qui semble aller vers une convergence. N'est-ce pas? Il y a un point qui nous attire. Mais ce point, c'est plus de puissance et plus de liberté. Qui va forcément avec plus d'interdépendance, plus d'intelligence collective, plus de possibilités, plus de responsabilités. On ne sait pas où on va exactement. Mais en même temps, on sait qu'on va vers plus de liberté. Un nouvel humanisme. Si vous voulez, si vous voulez. Mais ceci dit, moi, là, je suis dans une tradition, mais tout à fait classique de l'histoire de la philosophie. Hein. C'est-à-dire que la destination de l'homme et la liberté, ça c'est quelque chose que je ne suis pas, c'est vraiment pas moi qui l'ai inventé, et que c'est l'essentiel du sens de l'histoire. C'est beaucoup de philosophes qui l'ont dit avant moi. Hein. Mais bon, Hegel par exemple, mais c'est vraiment pas le seul. Si vous regardez bien Bergson, c'est aussi ce qu'il dit. Si vous regardez bien Nietzsche, le surhomme, le fait que nous sommes responsables que les valeurs sont des choses qui sont créées et qui n'existent pas déjà là, ça aussi. Donc vous voyez que même dans des traditions philosophiques très différentes, on retrouve ces idées que je suis en train d'exprimer. Bon, sauf qu'on les étudie dans les livres, on dirait, il a dit ça, mais on n'y croit pas. Bon, moi j'y crois. Vous voyez, c'est ça la différence. Bon, c'est pas des textes, Nietzsche a parlé du surhomme. Non, c'est vraiment ça qu'on est en train de faire, n'est-ce pas? On est en train de faire le surhomme.
Teilhard de Chardin, le point oméga, il est fou. Non, c'est vraiment là qu'on est en train d'aller. Mais c'est très effrayant, hein, parce que la liberté, ça fait extrêmement peur. Notre seule prédétermination, c'est qu'on est fait pour la liberté. On est fait pour le langage. On est des êtres de langage. Il y a dans le langage quelque chose qui dépasse infiniment toute finalité utilitaire précise. Il y a une ouverture infinie dans le langage. L'aventure humaine est une providence pour nous. Si vous voulez. Bien, Pierre Lévy, je crois qu'on peut vous remercier profondément de cet échange, de ce que vous nous avez indiqué. Je crois qu'on peut terminer en citant votre avant-propos. Ce n'est pas un retour en arrière. Vous promettiez au lecteur de votre livre World Philosophy, vous lui promettiez seulement ça, mais c'est déjà énorme, qu'après avoir lu honnêtement ce livre, il verrait plus large. Je crois qu'en effet, vous avez tenu vos promesses. Merci. On pourrait continuer indéfiniment. Ah oui, oui. Ça ferait trop. Ouais. Ça fait 1 heure déjà. Oh, oui, Non, Mais quand vous reviendrez à Paris, en revanche, il faudra vraiment si vous en êtes d'accord, vous pourriez nous faire une conférence. On va avoir beaucoup de questions après. oui, j'imagine, après tout ça. Alors on peut plus parler pendant quelques instants. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors? Vous faites comme si vous écoutiez. On fait comme si, donc on le regarde. Vous pouvez même regarder la bibliothèque. Que vous faisiez parce que c'est le plan d'écoute, c'est ça. C'est de temps en temps, on vous verra pendant qu'on entendra M. Lévy parler. Oui, mais enfin, je ne sais pas si c'est très utile. Si vous en avez besoin pour le montage. Ah, vous avez besoin pour le montage, d'accord. Ok. Oui, prenez l'air. C'est dur de ne pas parler. Prenez l'air dubitatif. Qu'est-ce qu'il me raconte? Oui. Regardez vos notes. Je sais pas. D'accord, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler? Je n'ai pas compris. Le son. Oui, parce qu'on est censé écouter. Oui, Ah, d'accord. Logiquement, voilà, c'est ça. D'accord. Si vous voulez, quand on a fait un glissement d'image, par exemple, c'est pas forcément toujours beau d'avoir la caméra qui bouge. Ça permet à ce moment-là d'avoir un plan pendant que... D'accord. C'est parti.